Bonjour, aujourd'hui je suis avec Adrien et avec Charles, deux des 12 étudiants qui ont développé un projet étudiant qui s'appelle The Rift Eurydice, un projet qui a gagné le prix catégorie étudiant lors des derniers Unity Awards. Bienvenue dans Extra Life. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter tous les deux, nous parler un petit peu de votre fonction sur le projet, et puis également de la taille de l'équipe derrière ce projet étudiant. Ok, moi c'est Adrien, ouais. Donc j'étais game designer et level designer sur The Rift Eurydice. Okay. On était 12 étudiants, des designers, des programmeurs, des sound designers et des graphistes. Ok. Donc je suis Charles, je faisais partie en effet de l'équipe Game Art. Ouais. On était 4 artistes à bosser sur le projet. Très bien. Et donc du coup, quelle est l'école exactement qui vous a permis de créer ce projet? Donc on était 12 étudiants de l'école Isart Digital, ouais. Donc l'école du jeu vidéo et du film d'animation FX, donc nous forcément le jeu vidéo. Et le projet s'est inscrit donc à quel niveau des études exactement? C'était un projet de fin d'études? Ça vous a pris combien de temps? Comment ça s'est passé? En fait c'était le projet de fin d'études, ouais. Donc c'est-à-dire on est arrivé en septembre à l'école. Bonjour, vous faites un projet de fin d'études, ouais. Jusque fin juin, début juillet. Donc comme ça Isart, c'est en alternance. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à développer ce projet via l'Oculus Rift? Sur l'Oculus Rift, je ne sais pas comment on dit. En fait, l'histoire, elle a commencé pendant les grandes vacances, entre nous et notre deuxième et troisième année de game design, avec deux autres compères game designers. C'est-à-dire qu'on était 3 game designers à se dire on ne sait pas quoi faire de nos vacances, allez, pour s'amuser, on achète un Oculus Rift. Ouais. On va commencer à prototyper des petits jeux, des petites applications en VR, voir un peu comment ça fonctionne. Et on a rapporté ça à l'école à la rentrée. Et on a fait, en fait, ça serait peut-être sympa de faire un projet de fin d'études avec l'Oculus Rift. Ils nous ont laissé une semaine pour prouver qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et ça a été accepté. Et nous voilà aujourd'hui. Est-ce que du coup, le projet de jeu qui s'est créé, est-ce que vous avez déjà eu l'idée en fait, de faire un jeu avec l'Oculus, ou est-ce que vous aviez déjà un projet de jeu qui s'est adapté ensuite à l'Oculus? Non, en fait, on avait l'Oculus avec la volonté de faire un vrai jeu de VR. C'est-à-dire qu'en septembre, il y avait plein de démos VR. Alors c'était sympa, voilà, mais l'intérêt durait 2 minutes. Et il y avait des portages, je pense à Minecraft ou Skyrim, ouais. Mais c'est des portages, ça n'a pas été fait pour la VR. Donc ça reste des vrais jeux, mais l'expérience VR n'était pas là. Donc nous on s'est dit, il y a un créneau à prendre, on va faire un vrai jeu en VR. Donc voilà, nous les game designers, on avait plein d'idées, mais voilà, les projets de fin d'études ont fait qu'on nous a donné une équipe donc de graphistes, de programmeurs, de sound designers. et ensemble, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait comme jeu? Okay. Et on a atterri sur un jeu d'avion. Bien. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le projet, nous faire le pitch du jeu et de son univers? Alors, The Rift Eurydice propose aux joueurs de se mettre dans la peau d'un pilote qui va évoluer dans un environnement aride, constitué de canyons, de grandes plaines. Et, en fait, l'idée de base au moment où on était en train de pitcher avec tous les membres de l'équipe, c'était de prendre des références comme Star Wars, l'épisode 1, où vraiment... L'épisode 1, c'était votre référence? C'était... non, mais en termes de sensations. Je plaisante. Et vraiment, voilà, on avait un produit comme l'Oculus et clairement, on voulait surfer sur ce côté sensationnel. Ouais. Et du coup, on est parti avec des références comme ça. On a testé... Il y avait Star Fox, ouais. Mais c'était plutôt du côté du gameplay. Ouais. Ok. Et donc du coup, est-ce que vous pouvez également, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières sur l'apprentissage de l'Oculus? Moi je l'ai testé là tout à l'heure et il est évident que les premiers essais, c'est un peu particulier, ça bouge beaucoup. Donc tu sais plus trop où t'en es à partir du moment où tu retires le casque. Donc les gens sont plus ou moins sensibles ensuite à cette simulation virtuelle d'un environnement qui n'existe pas. Et est-ce que ça vous a causé des problèmes au début du développement? Est-ce que vous étiez tous régulièrement malades ou est-ce que vous êtes fait très vite au truc? Ça devait être très perturbant, je pense quand même. Ouais, en fait, c'est un peu ça, c'est que on connaissait rien à la VR quand on a eu l'Oculus, ouais. Ou alors pratiquement rien. Donc on a lu un peu les descriptifs d'Oculus qui sont en 40 pages et ce qu'il faut absolument faire ou ce qu'il faut absolument pas faire. Donc nous en tant que designer, on a dû apprendre beaucoup de choses assez rapidement, mais forcément on a testé plein de choses. Donc on était malade tous les jours au début, c'était assez drôle, mais forcément à force notre métier de designer fait qu'on doit
toujours essayer des nouvelles choses ou prototyper, enfin voilà, voir un peu ce que c'est. Donc on s'est rendu malade, mais on va dire pour la bonne cause. Et ou alors comme nous, à partir d'un moment on était un peu, on avait l'habitude de gérer la VR. Du coup on prenait des gens qui passaient dans le couloir, vas-y teste, t'es malade ou pas? Oui, bon bah tant pis. Et bah voilà, donc on a appris un peu sur le tas. Ok. Est-ce qu'en termes de design, donc il y avait des petites solutions justement pour faire en sorte que les gens soient pas trop malades? J'imagine qu'il y a des petits secrets, des petites recettes. Sans parler vraiment technique, pour pas ennuyer tout le monde, le jeu en fait il est découpé en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au début, on va pas arriver dès le début et tu vas te fighter contre plein de gens, tout ça. Non, c'est qu'au début, tout est posé, tu regardes à droite, à gauche, déjà apprendre aux gens ce qu'est la VR. C'est-à-dire que tu as un casque, mais les gens ils ont l'habitude d'être devant leur écran. Donc ils regardent. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc du coup on leur dit regarde à droite, regarde à gauche, tu peux regarder derrière. C'est ça. Et en effet, lorsque tu regardes sur les côtés de l'écran, donc du coup tu vois l'intérieur de ton cockpit et il y a des choses qui s'activent, des écrans qui s'ouvrent, et il y a la possibilité de valider la protection du vaisseau ou d'autres choses comme ça. Et donc tu apprends à bouger un petit peu ta tête et c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. En fait, on doit faire aussi un peu l'apprentissage de la VR. Donc voilà, et après ça, on est dans une zone plus ouverte où on peut appréhender le gameplay. Commencer à slalomer, puis commencer un petit peu à shooter et à locker. Ouais, c'est ça. Notre but aussi, c'était de montrer que l'Oculus n'était pas juste un écran, c'était pas un gadget. On pouvait faire des mécaniques assez intéressantes. La mécanique très simple qu'on a dans le jeu, par exemple, c'est je regarde un ennemi qui est à ma droite. Quand je le regarde, il est locké. J'appuie sur un bouton, il me la tête chercheuse qui va le voir. Je crois que ça, c'est une technologie existante. En fait, c'est les vrais pilotes d'avion ou le même. C'est une inspiration. Ça s'appelle l'I-Lock and Load, qui existe sur les avions de chasse. On a piqué des petits trucs à droite à gauche. Mais... Est-ce que du coup, en termes de DA, il y avait des choses à ne pas faire également, de manière à ne pas trop perturber les gens, de manière à ce qu'ils puissent appréhender assez facilement, rentrer dans cet univers virtuel avec ce casque? Il y avait plusieurs problématiques au niveau de la DA. Déjà, la première, je pense que c'est en termes de résolution. Le choix des MESA, il était plus simple à réaliser dans le sens où, avec le peu de résolution dont on dispose sur le casque, il nous fallait un minimum de bruit. Du coup, si on avait imaginé quelque chose avec beaucoup de petits éléments, beaucoup de petits détails, ça aurait empêché le joueur d'avoir de la lisibilité sur son environnement. Donc un arbre avec par exemple plein de feuilles, c'est quelque chose qui n'est pas trop envisageable. Ça peut se faire, mais voilà, c'est assez compliqué. D'accord. Et surtout, la volonté que vous avez, c'est de ne pas du tout faire d'espace. L'idée de base, c'est qu'en fait, il y avait pas mal il y avait déjà des jeux de vaisseaux à l'époque, des shoots où ça se passait dans l'espace, où il y avait des astéroïdes et des choses comme ça, mais on se disait que au final, ce qui nous donne les sensations de vitesse, de relief ou autre, c'est tous les référentiels par lesquels le sol. Voilà. Donc là, on revient sur en effet les pod race, un petit peu Star Wars. Voilà. Je vois tout à fait. Plutôt que de se retrouver dans le vide et avoir de sensations. Très bien. Ça, l'expérience en fait qu'on voulait viser dès le départ, c'était en fait, t'es Luke Skywalker la première fois qu'il est dans un X-Wing. Ça en prend plein la gueule, mais ça va vite, quoi. L'espace, c'est cool, mais nous, on trouvait que c'était plus difficile de rendre la vitesse dans l'espace. Donc, nous, plutôt les graphistes qui sont venus nous voir, non, pas d'espace. Un autre truc qui me semble indispensable pour ce type de jeu, et en particulier avec un casque comme l'Oculus Rift, c'est un truc qui, j'ai tendance à insister un peu là-dessus, c'est le 60 images par seconde. Est-ce que du coup, le jeu doit être en 60 images par seconde? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs par rapport à ça? Est-ce que ça a été difficile à réaliser? Comment ça s'est passé? C'était assez dur. Parce que 60 images par seconde, on a beaucoup de jeux qui ne le font pas aujourd'hui. Oui, malheureusement. On a eu un gros, des gros challenges techniques. Donc on a quand même eu des programmeurs assez balèzes sur ce coup-là qui ont réussi à tenir les 60 images par seconde. Mais bien sûr, c'est comme toujours, c'est-à-dire qu'on est sur PC. Donc suivant la bécane que tu as, ça passe ou ça passe pas. Sachant que si on a un PC gamer, ça marche. C'est bon, on est aux 60 images par seconde, donc on ne devrait pas trop avoir de soucis. Est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport à l'Oculus Rift, des patchs ou des choses comme ça qui vous ont obligé un petit peu à modifier votre jeu au fil de la conception? Est-ce qu'il y a eu des contraintes techniques qui sont tombées, qui vous ont obligé à revoir des choses? Concrètement, ouais. Mais justement, on a dit il y a des nouvelles choses qui arrivent. Les nouveaux SDK, tout ça. Mais du coup, ça a créé des bugs, on va pas passer sur de nouveaux SDK. Et aujourd'hui, on a des soucis puisque le jeu n'est pas disponible aujourd'hui sur le DK2.
de l'Oculus, parce qu'on a des problèmes de SDK, mais aussi on a des plugins extérieurs. D'accord. Enfin, nos FX ont été faits par un plugin extérieur qui s'appelle Popcorn FX, fait par une boîte française. Ok. Tout est français chez nous, tout est fait maison, donc c'est génial. Non, et donc du coup, on a dû attendre l'update en fait de leur plugin pour passer sur le DK2. Ok. Mais donc on a un petit retard là-dessus, mais ça arrive. Il y a un truc qui est très important dans le jeu aussi, c'est la présence d'un cockpit. Est-ce que vous avez été chercher des inspirations particulières par rapport à ça, pour les C'est une des graphistes? premières choses qu'on a fait d'ailleurs. J'ai vu Au en fait, moment, un dessin conceptuel où on voyait, c'était un faux screenshot un petit peu sur le site qui était magnifique, et tu avais déjà le cockpit qui était dessiné. Je sais pas qui l'a réalisé ce visuel. c'était. Enfin, voilà. Ouais, on était assez pressé, c'est-à-dire que on avait des dates clés à laquelle on devait présenter quelque chose et surtout convaincre les personnes qui étaient en face. Même si c'était une école, ça se passait de la même manière qu'une entreprise. Et la question du cockpit, c'est quelque chose qu'on a fait presque directement dès que le projet était validé avec l'équipe des graphistes. On est allé se balader du côté d'une exposition qui se passait au Bourget, D'accord. où on a vu des tas d'avions de chasse, d'hélicoptères. Et on a sorti les appareils photo et on a passé toute l'après-midi là-bas. En fait, l'idée, c'était que le joueur, il se retrouvait avec un casque sur la tête. Du coup, il n'avait pas forcément accès à son clavier. Il ne pouvait pas savoir où est-ce qu'il appuyait. Ah, clairement, quand tu as le casque sur la tête, donc du coup, tu vois vraiment que l'écran du jeu. Voilà. Tu vois rien d'autre. On voit rien d'autre. Et une des choses dont on est fier, c'est d'avoir trouvé l'idée de fabriquer un élément du cockpit qui soit cohérent dans cet univers-là et qui à la fois ait la même disposition qu'une manette de Xbox. C'est pour ça, lorsque tu tournes la tête, tu as toujours le bouton A qui pop, qui t'indique genre, ok, tu peux valider une action. Et si on regarde le pilote, en fait, il a vraiment ses mains sur une version du pad militarisée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu maintenant, donc comment s'est passée votre participation au concours aux Unity Awards et donc dans la catégorie étudiants, est-ce que vous étiez nombreux? Est-ce que ça s'est passé comment exactement? Vous avez envoyé une version, il y a un jury ensuite vous a sélectionné? En fait, il y a un des graphistes qui est venu nous voir en disant « Hey, il y a ça, on s'inscrit ?» Puis on a tous dit « Bah ouais, histoire d'eux. » Ouais, on va le faire, on va prévenir l'école que ça existe parce que c'est l'école qui doit passer. Donc du coup, on a été voir la communication à l'école et on leur a dit il y a les Unity Awards, vous pensez qu'on peut s'inscrire? Et ils ont fait oui. Donc on s'est inscrit. On a dû, mais ça a un peu bousculé plein de choses dans notre développement parce que il fallait proposer, il fallait le jeu. Il y avait une nouvelle deadline. Ouais, c'est ça. Il y avait le jeu qui n'était pas terminé. On était sur la fin quand même, mais il n'était pas terminé. Il fallait un trailer qui n'était pas fait, donc qui a été fait en un week-end où on n'a pas dormi du week-end entre. C'est ce que c'est, hein, les prises, le montage, les sound FX, tout ça. Puis on est arrivé un lundi, on a mis le jeu, c'était soumis, on a attendu. On a beaucoup attendu parce que Unity communiquait pas beaucoup. Et un jour, tiens, on est finaliste. Puis on s'est tous regardés, genre. On n'y croyait pas. Ouais, c'était. Non, mais surtout que on était, quand on travaillait des week-ends ensemble, on faisait, mais les Unity Awards, ce serait bien d'être finaliste. T'imagines, il y a notre nom à côté d'Unity, ça serait cool. Et on était là, non, mais c'est bon. Ferme-la, c'est impossible, quoi. Il y a trop d'écoles et de toute façon on savait pas quoi on allait, quels seront les autres concurrents, on va dire. Même si c'est pas une compétition, mais je veux dire qui va soumettre le jeu. Puis on s'est retrouvés, on s'est appelé, regarde Unity sur leur site, il y a notre petit nom à côté. Et du coup, on a été contacté par Unity, ils nous ont dit vous avez des billets gratuits pour la conférence Unite, parce qu'il faut savoir que les conférences, les Unity Awards s'étaient inscrits dans plusieurs conférences Unity. Donc ça c'était cool, mais il a fallu aller jusqu'à Seattle. Donc je suis allé à Seattle, j'avais un passeport, j'étais content. Donc j'étais là-bas. C'était quand ça du coup? C'était il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Donc 3 semaines récemment, donc c'était pendant le mois d'août. Ouais, c'est ça, c'était pendant le mois d'août. On est toujours un peu, oh mon Dieu, on a gagné. Et en fait, donc il y a eu la série, rencontrer plein de gens, c'était super cool d'être. Ça y est, on est la communauté des développeurs, on est tous ensemble, donc c'était assez sympa. Et le soir, la cérémonie, ça se passe comment? C'est comme pour les Oscars? Ouais, c'est comme les Oscars. Tout le monde est assis et t'entends ton nom, le nom de ton projet. C'est ça, mais en fait, j'étais là, j'étais dans les places réservées de ceux qui étaient finalistes. On était donc 6 finalistes. D'accord.
avec des écoles de l'Utah, tout ça, des universités, attention. Il y avait l'UQAM aussi. Il y avait l'UQAM, une autre école française. Donc il y avait quand même 2 Français sur 6. Carrément bien. Donc voilà, on est là quand même, la France, dans le jeu vidéo. Et donc voilà, on attendait. Donc les nominés sont, et là il y a tous les 6 finalistes Best Student qui défilent. Ouais. Donc moi je suis là un peu en scred avec mon appareil de mon téléphone, genre je vais ramener ça. Il y a notre jeu qui est sur le grand écran. C'était complètement dingue. Et donc là, ils annoncent le winner et avec son accent américain horrible. J'ai rien compris. En plus, j'ai écouté s'il y avait au cas où The Rift Eurydice. Ouais. Et en fait, elle a dit Isar Digital, mais à l'américaine. Ouais. Genre, on n'a rien compris. Même sur les vidéos, tu comprends pas. Et donc du coup, j'entends pas The Rift. Je fais bon bah ok, j'applaudis comme ça. Puis je regarde à droite, je regarde à gauche et tout. Je fais mais voilà, c'est des étudiants, ils se déplacent pas et tout. Puis du coup, je suis comme ça. Puis je vois l'écran. Puis là, je vois l'extrait du jeu avec notre nom, tout ça. Puis je commence à percuter. Et je fais oh mon Dieu! Et bah, j'ai bondi, j'ai levé les bras et. Puis après, ça c'était diffusé du coup sur internet en streaming ou pas du tout? Non, mais en fait, tout le monde a pu le voir en live. C'était pas streamé, mais j'étais avec certains membres de l'équipe sur Skype à textoter, genre hey, j'y suis là, regardez, j'ai des photos. Bon, après, je suis arrivé au boulot, j'ai vu sur mon fil Skype je ne sais combien de messages et j'ai dû me frotter les yeux. Et ok, on a gagné. Ouais, c'était complètement dingue. Donc du coup, avec ceux qui étaient là, j'étais en conférence Skype après la cérémonie. Regardez, on a gagné, c'est trop bien. On en revient toujours pas en fait. C'est vraiment génial, c'est une super histoire. Ouais, non mais on a bien fait ça comment du coup avec le reste de l'équipe en France. On l'a fêté sobrement pour l'instant et on va en remettre une couche plus tard. Ouais. Parce que le temps que tout le monde revienne de vacances. Ok, donc tout le monde n'a pas encore revenu, vous n'avez pas pu échanger en live pour l'instant. C'est ça, on a essayé de faire passer un peu le trophée à tout le monde, que tout le monde le voit. Il va falloir bien. Vous n'avez pas encore la photo avec tout le monde qui a sa main dessus? Genre un petit peu comme pour les finales NBA, tout le monde touche un petit peu. Il y a une photo avec 10 personnes, mais. D'accord, donc il manque encore 2 personnes. C'est ça. Et maintenant, alors du coup pour The Rift, quelle est la suite du projet? Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre un petit peu, d'en faire un vrai jeu? Est-ce que vous avez des envies, des choses liées à l'Oculus ou à ce jeu en particulier? Aujourd'hui, on a The Rift Eurydice, qui est notre projet étudiant. Ouais. Voilà, ça, c'est le projet qu'on a fait dans les études à Isar Digital. Maintenant, on a quand même cette ressource équipe qui est assez dingue. Parce que ça a fonctionné super bien, puis on a tout ce qu'il faut. Programmeur, sound designer, graphiste, designer. C'est bien, on a une équipe complète. Maintenant, on travaille pour la suite sur des nouveaux documents, des nouveaux protos, et essayer de monter quelque chose avec l'équipe. Okay. On a acquis un savoir-faire clairement tout au long de l'année. Et maintenant, je pense qu'on a conscience des erreurs qu'on a déjà fait. On sait que même si on a eu du succès, qu'on est très heureux, nous sur la fin, on était conscients. Il y avait des frustrations, des choses sur lesquelles on ne pouvait pas forcément revenir. Et je pense que maintenant, c'est l'occasion d'utiliser toutes ces bonnes choses qu'on a accumulées et de faire quelque chose de mieux. Et si vous deviez poursuivre justement et faire une autre version, une version plus complète ou une suite, je ne sais pas, quelles seraient les choses essentielles que vous souhaiteriez changer? Déjà, ça sera un autre jeu. Ouais. The Rift Eurydice, c'est le jeu qu'on a fait dans nos études, il est terminé. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu, une fin, nous on n'y touche plus, le jeu est terminé. D'accord. Télécharger, il est en téléchargement sur internet, n'importe qui a une manette. On mettra des adresses. Voilà, très bien, ici. Non, voilà, n'importe qui a l'Oculus, une manette, peut y jouer. Ouais. Qui envoie des feedbacks si c'est bien ou si c'est pas bien, on prend. Et donc voilà, fort de cette expérience et comme tu disais, du savoir-faire, qu'on a acquis, mine de rien, sur faire un jeu vert, c'est faire un jeu, mais faire un jeu vert. C'est une contrainte spéciale. C'est ça, c'est une contrainte spéciale. Il faut vraiment penser les jeux pour vert. Voilà, on regarde à droite à gauche les opportunités qui s'ouvrent à nous. En fait. D'accord. Et donc clairement, là, le prochain projet, si projet il y a, ça restera également dans la réalité virtuelle. Et ce sera un projet Oculus Rift. Vous n'allez pas rebasculer sur un jeu plus classique. Casque vert. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, par exemple, aujourd'hui, il y a Morpheus sur PS4. Vous avez eu l'occasion de l'essayer celui-là ou pas? Pas encore. Pas encore. Justement, par exemple, au Unite, il ne l'avait pas apporté. J'étais triste. C'est dommage. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, faire passer un petit message ou est-ce que vous dire un truc sur le jeu qui n'aurait pas été dit?
Faut savoir que Charles et moi, on s'est battu parce que j'étais le GD le level designer qui donnait des cubes tout moches. Il faisait, vas-y, rends ça joli, et lui il me tapait, il fait, non mais c'est pas possible, c'est trop moche ce que tu fais. Non, mais N'importe quoi. Non, c'était génial. là, on a eu vraiment si j'ai un conseil à donner aux autres étudiants qui doivent faire des projets. Mais allez-y à fond, de toute façon vous avez rien à perdre, vous êtes étudiant quoi. Si vous vous cassez la gueule, vous cassez la gueule, c'est pas grave, vous êtes étudiant. Allez-y à fond et voilà. Surtout ne pas hésiter à fournir des efforts au-delà pour les étudiants en tout cas, au-delà du scolaire. Parce que clairement, ce qui a soudé notre équipe, c'est les extras. C'est tous les moments qu'on a pu partager ensemble et qui ont fait de nous plus que des camarades. On était vraiment des compatriotes, on a passé des nuits blanches ensemble, des week-ends ensemble. À faire n'importe quoi, à sortir du travail, mais à souder l'équipe et à penser comme une entité. Et c'est grâce à ça qu'on a pu être efficace. On faisait n'importe quoi, on écoutait du Booba. On écoutait du Booba. dire. Non, mais c'est sûr, un autre conseil, si un graphiste écoute du Booba, faut pas s'en faire. C'est pas grave. Du coup, les équipes soudées, ça donne ça. On va leur montrer. Donc félicitations une nouvelle fois. Félicitations à toute l'équipe. Là, il y a quelques membres de l'équipe qui sont cachés derrière. Ouais, là aujourd'hui, on est tous les deux, on est contents, on est là, mais on a une équipe vraiment de malades, 12 personnes en symbiose. Non, je veux pas faire cliché, mais 12 personnes vraiment talentueuses. C'était cool. C'est cool. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bravo une nouvelle fois pour le prix et puis félicitations pour tout. J'espère que vous allez pouvoir continuer à travailler ensemble sur d'autres projets plus tard. Et dès que vous avez des infos à ce niveau, n'hésitez pas à nous en parler. On aura peut-être l'occasion de refaire une émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.